Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du jeudi 18 mai 2023 qui marque l'ascension. À la une de l'actualité, le salaire minimum d'embauche et d'ancienneté a été modifié suite à la décision du Conseil des ministres d'hier. Également discutée lors de ce Conseil, la situation des projets sur les routes nationales. Le Conseil a aussi approuvé la demande de ratification de 4 conventions de l'OIT. Les détails avec Saï Sylvain. Les salaires minima d'embauche et d'ancienneté par catégorie professionnelle et la rémunération minimale mensuelle seront modifiés. Ainsi, dans la nouvelle grille, le salaire minimum d'embauche de la catégorie MIA passera de 217 000 arrières à 238 000 arrières pour le secteur non agricole et de 220 200 arrières à 242 200 arrières pour le secteur agricole. Cette grille est applicable à compter du 1er janvier 2023. Les partenaires sociaux ont convenu que la rémunération minimale mensuelle, incluant le salaire minimum d'embauche et l'ensemble des accessoires de salaire, est fixée à 250 000 arrières à compter du 1er mai 2022. Cette décision fait suite à la rencontre qui s'est tenue entre le président de la République et les présidents de groupements du secteur privé. Le Conseil des ministres a approuvé la demande de ratification de 4 conventions de l'Organisation internationale du travail, la Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, la Convention sur les services de santé au travail, la Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, et enfin la Convention sur la violence et le harcèlement. En les ratifiant, Madagascar s'engagera à définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu du travail. Le Conseil des ministres a également approuvé la communication verbale relative à la situation des projets sur les routes nationales. Dans le cadre de l'exécution du plan d'action initié au mois de mars 2023, le ministère des Travaux publics a présenté la situation des projets sur les routes nationales. Le planning énumérera de manière détaillée la situation de chaque projet à partir du lancement, puis le délai d'exécution, l'état d'avancement et la prévision en ce qui concerne l'achèvement. En économie, le district de Miarnariv a été doté de matériel de transformation d'arachide en huile dans le cadre du projet One District, One Factory. Ce projet vise la décentralisation économique selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, mais aussi pour mettre en valeur les opérateurs malagasy. La Chambre de commerce de la région a également été mise en place. Les détails avec Antoniana Martina Nzaranjiansu. Comme les autres districts, Miarnariv a également bénéficié du projet One District, One Factory. Un matériel pour la transformation d'arachide en huile a été apporté par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation pour les agriculteurs et les opérateurs locaux. Cela dans le but de les inciter à produire localement. D'après le ministre Edgar Azafjava, le projet ODOF vise la décentralisation économique et la mise en valeur des opérateurs locaux. L'octroi de ce matériel symbolise le soutien de l'État envers eux, a-t-il poursuivi. Par la même occasion, la Chambre de commerce de la région d'Itas a été installée. Les responsables collaboreront avec les agriculteurs, membres des coopératives et le gouvernorat pour mener à bien l'ODOF. Dans les actualités sociales, les salles et les sujets d'examen pour le concours d'entrée à l'École nationale d'administration pénitentiaire sont prêts. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, a été stricte concernant d'éventuelles corruptions. Seuls les méritants seront admis, assure-t-elle, lors de sa visite des salles d'examen à Tuamas hier. Les détails. 7 402 candidats sont inscrits au concours d'entrée à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Seulement 250 seront admis. Lors de la visite des salles d'examen à Tamatave, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Randjamanatena Souland Boulatine, a souligné qu'aucune forme de corruption ne sera tolérée. Seuls les méritants seront admis.
Elle a aussi émis les consignes aux surveillants de ne pas se laisser acheter par les parents ou les candidats. Le directeur général de l'administration pénitentiaire, Razaf Salama Désiré, a également abondé dans ce sens. Il est à noter que ce concours se déroulera du 19 au 21 mai prochain. Et puis 2 bandits ont été tués par les gendarmes du groupement Indilamine dans la nuit du 15 mai dernier à Mbatomalam, commune Bemaintsu. À part le vol de zébus, ces bandits étaient réputés pour kidnapping et la fourniture d'armes. Reportage. Jean-Charles Oulegav et Julien Tekafé, 2 bandits réputés pour vol de zébus, kidnapping et fourniture d'armes, ont été arrêtés par le groupement de la gendarmerie Indilamine en pleine action dans la nuit du lundi 15 mai dernier. Il a été connu à l'issue de leur enquête qu'ils louaient 3 carabines et un pistolet dans les communes de Marouabad, à Punjabé et Marovat dans le district d'Indilamine. L'on a également appris qu'ils louent une arme à 600 000 arrières par mois. Le capitaine Toubias, commandant du groupement de gendarmerie d'Indilamine et son équipe, les ont emmenés dans ces communes pour retracer les armes. Mais ils ont tenté de négocier de donner 10 millions d'arrières au capitaine en échange de leur liberté. Ce dernier a refusé. Les bandits ont alors essayé de s'évader et la poursuite a commencé et s'est terminée par une fusillade qui a causé leur mort. En outre, le commandant de la gendarmerie d'Indilamine poursuit le maintien de l'ordre dans ce district. Selon les explications, l'objectif dans les 3 mois à venir est l'éradication des trafics d'armes. Et selon l'économiste Hugues Rajansan, l'extraction faite par les gros investisseurs dans la région sud de l'île est nécessaire. Toutefois, nous devons mettre en place une politique bien définie pour veiller aux intérêts de tous les concernés. Par ailleurs, une coordination devrait avoir lieu concernant les exportations, toujours selon ces explications. Éducation à présent, les sports collectifs reprennent pour les épreuves sportives du baccalauréat, lesquelles auront lieu le 22 mai au 9 juin. La natation reprendra également. Le PS est obligatoire, les absents ne pourront pas passer le bac. Fin de Sénat Mireille, Yves Janel. Après 2 mois de suspension pour cause de Covid-19, les sports collectifs reprennent pour les épreuves sportives du baccalauréat. Autre changement pour cette année, pour les sports individuels, la natation, qui se déroulera ce samedi au complexe Saint-Péfilou. Les candidats qui n'ont pas encore retiré leur convocation sont priés de le faire. Le PS est obligatoire. L'absence entraînera à une note égale à 0. Concernant justement ces notes, le PS est noté sur 20 pour les séries A, C, D, techniques, et sur 40 pour les séries L, S, OSE. Les épreuves pratiques se tiendront du 22 mai au 9 juin au stade Barea, Saint-Michel-en-Parbé, Saint-Michel-Itos et Betungoul, et les épreuves théoriques le 21 juillet à 13h30. Les convocations seront distribuées à partir du 22 mai, d'après Rar Velumamundi Bakouliarsou, une responsable. Les personnes malades le jour des épreuves pratiques devront présenter une ordonnance médicale mentionnant leur incapacité et passeront à l'épreuve théorique. En sport, 1200 karatékas sont attendus pour participer à la Coupe du Président qui se tiendra les 27 et 28 mai prochains au Palais des Sports Mamassen sous le parrainage du président de la République André Rajoelina. Un regroupement aura lieu les 25 et 26 mai prochains. Antoniana Martina, Nzaranjiansu. La première édition de la Coupe du Président se déroulera au Palais des Sports les 27 mai et 28 mai prochains. 1200 athlètes de toutes les catégories y sont attendus. Anshi René Ramanchandjasan sera honoré lors de la première partie de cet événement le 27 mai. La fédération regroupera les athlètes les 25 et 26 mai. Le Coupe du Président est également une compétition officielle pour classer les karatékas. Dans les actualités internationales, les dirigeants des pays du G7 arrivent ce jour dans la ville japonaise de Hiroshima, ville symbole de la paix, pour s'entretenir du renforcement des sanctions contre la Russie. La présence de Joe Biden, non confirmée jusqu'au dernier moment, est un signal fort pour ce moment. Reportage.
Joe Biden, le président américain, c'était bien sûr celui qui était le plus attendu ici pour ce sommet du G7. Pendant plusieurs semaines, on ne savait pas s'il serait présent ici au Japon en personne. Mais ça y est, il est arrivé, comme vous le disiez, il y a environ 1 heure plus ou moins au Japon et il vient d'arriver ici à Hiroshima. Il avait officialisé sa venue voilà, il y a quelques jours et il s'apprête donc, comme vous le disiez, à rencontrer le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Une réunion en marge du G7 mais très importante car il s'agit d'un symbole, un moyen de dire aux Japonais « nous sommes avec vous, nous sommes toujours là, les États-Unis sont présents dans la zone ». Car au-delà de la guerre en Ukraine, il y a bien sûr la question chinoise et la question taïwanaise, en plus des missiles nord-coréens qui restent très présents dans ce sommet du G7. Les deux alliés auront bien sûr l'occasion d'en parler un peu plus avec leurs alliés sud-coréens en fin de semaine, car face aux tensions dans la zone, le pays sud-coréen, la Corée du Sud, déjà proche des États-Unis, s'est beaucoup rapproché du Japon ces derniers mois. Et les violences se poursuivent au Soudan, obligeant les civils à fuir le pays malgré les difficultés pour partir. Depuis le début de la guerre, plus de 20 000 personnes ont traversé la frontière éthiopienne et arrivent dans la petite ville de Metema. La moitié de ces personnes sont des Éthiopiens qui rentrent chez eux. France 24. La frontière éthiopienne comme une ligne d'arrivée pour sauver sa vie. 600 réfugiés arrivent chaque jour. Beaucoup de Soudanais, dont Slimane et ses amis, étudiants de l'université de Khartoum. Les soldats des Métis sont arrivés et sont restés là où nous vivions. Et ça commençait à être dur, parce que les avions de l'armée survolaient et bombardaient la zone le matin et l'après-midi. Nous, nos vies étaient en danger. La guerre a éclaté sans prévenir. Il a fallu fuir du jour au lendemain, à peine un sac sur le dos sans argent. Une longue route clandestine, car de plus en plus, les militaires soudanais refusent de voir fuir les jeunes hommes et les empêchent de rejoindre la frontière. Aujourd'hui, Slimane et ses amis demandent l'asile politique. Ici, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'occupe d'eux. Un centre de transit pour demandeurs d'asile vient tout juste d'être construit. Tous les services nécessaires sont offerts sur place. C'est vrai que c'est un début, ça paraît difficile, chaotique, mais en tout cas, nous faisons de notre mieux pour, disons, les accueillir dans des conditions décentes. Sur les 3000 réfugiés qui demandent la protection internationale, 500 sont relogés dans ce centre temporaire. Les 3/4 sont érythréens et avaient déjà le statut de réfugiés au Soudan, comme Jonas, qui s'apprêtait à partir au Canada quelques jours avant le début de la guerre. Je vivais à Khartoum et je suivais une procédure de réfugié depuis longtemps. C'était long, 6 ans, et tout à coup ce désastre s'est produit. Quand je me disais ça y est, je suis arrivé au bout de la procédure, la guerre a commencé. Slimane vient d'arriver. Il découvre la pièce dans laquelle il va rester avec 10 autres Soudanais, un lieu d'attente pour des mois, peut-être des années, qui met fin à leur projet de vie. Mon rêve était d'avoir un diplôme et terminer mon master. Je passais un diplôme en psychologie et mon rêve était de le terminer pour avoir un métier et travailler. Difficile maintenant d'imaginer l'avenir. Après un mois de conflit, les négociations n'ont mené à aucune trêve au Soudan. Et pour terminer, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Avec une production annuelle de plus de 2 millions de tonnes, seulement 35 à 40% de la production totale est transformée dans le pays. Tout le reste est exporté. Une tendance que voudrait inverser le gouvernement. France 24. Viane Kwame, le chocolat, c'est une histoire de passion. Son pays, la Côte d'Ivoire, est le premier producteur mondial d'or brun. Mon premier contact avec le cacao, je devrais avoir, si ma mémoire est bonne, 16-17 ans. Je suis allée en plantation et j'étais émerveillée par cet arbre. On a l'impression qu'il a des bébés au dos parce que les cabots sont sur le tronc. Regarde là, on en a. Là. Elle se fournit à la source, pas mal, celui-là. Dans une plantation située à environ 300 km d'Abidjan. Son concept, c'est de la fève à la tablette. Mon but, c'est de pouvoir valoriser, comme je le dis encore, je me répète, le Made in Côte d'Ivoire. Donner une note de noblesse au chocolat, au cacao de Côte d'Ivoire.
de montrer aux yeux du monde qu'on peut faire du bon chocolat avec des fèves de qualité. Comme j'aime à le dire, il ne peut y avoir de chocolat sans cacao. Du col de sa veste à l'emballage de ses produits, la Côte d'Ivoire est à l'honneur, pour le plus grand bonheur des clients. Et cette boîte-là, surtout avec notre couleur, c'est superbement emballé. J'adore. Et je dis merci à Chocovi. La dame, elle est jeune, elle est ivoirienne, elle fait son chocolat en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est des trucs qu'on s'est dit vraiment que c'est pas ici. On s'est dit peut-être ça vient de l'Europe, mais c'est vraiment fait ici. Je suis impressionnée au fait. La Côte d'Ivoire est le leader mondial du cacao. Mais plus de 50% de sa production est exportée et transformée à l'étranger, privant ainsi l'économie nationale de la valeur ajoutée créée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.